Pierre Bellemare et Jacques Antoine, les dossiers d'Interpol, tome 1. Araignée, quel drôle de nom pour un crime. Townsville est une petite ville australienne qui dort sagement, car il est 11h du soir. Et le docteur Ian Wells fait comme tout le monde, il va se coucher. Il se débarrasse à peine de ses chaussures quand le téléphone se met à sonner. À 11h du soir, une sonnerie de téléphone est une agression pour quelqu'un qui va se coucher. Et le docteur Wells décroche en marmonnant un « Allô ?» furieux. C'est Brickner, son vieil ami. Sa voix est affolée. « Venez vite, je crois que ma femme est en train de mourir. » Le docteur Wells comprend immédiatement qu'il serait inutile de demander plus amples détails. Brickner semble dans un tel état d'agitation qu'il se contente de dire « J'arrive ». Quelques minutes plus tard, le docteur stoppe sa voiture devant la villa des Brickner, colonnade et style victorien. Une seule fenêtre est allumée, celle de la chambre à coucher. Dans l'embrasure, Brickner, les cheveux en bataille, crie en le voyant. « Mais qu'est-ce que vous faites, bon Dieu? Dépêchez-vous, dépêchez-vous !» Puis il disparaît. Le docteur entend un bruit de galopade jusque dans le hall, où la lumière s'allume en même temps. Brickner est pâle, son visage est un peu rond, reflète une tension dramatique. Ses yeux bleus sont exorbités et ses cheveux bruns ondulés en bataille. Il tremble et tire littéralement le docteur par la main. « Ça va être trop tard. Trop tard. » Est-il trop tard? Et trop tard de quoi? Le docteur Wells aperçoit dans les draps en désordre le corps de Madame Brickner. La ravissante Stella a les yeux clos. Son corps s'est raidi dans la somptueuse chemise de nuit. Le docteur appuie son oreille sur la poitrine ferme et immobile. Il tâte le pouls. À côté de lui, Brickner bredouille. « C'est une araignée. » Étonné, le médecin se redresse. « Une araignée ?» Brickner montre la poitrine de sa femme d'un doigt tremblant. « Je suis sûr que c'est une araignée. Regardez, là, sous le sein. » Le docteur Wells distingue en effet la trace que lui montre son ami, celle d'une petite morsure. « Comment savez-vous que c'est une morsure d'araignée? Je l'ai tuée. Regardez, elle est encore là, sur la moquette. » Et il distingue une petite masse informe et recroquevillée sur le tapis. Le docteur Wells lâche le poignet de Stella, le front soucieux. « Il y a combien de temps qu'elle a été mordue? » « Je ne sais pas, je venais de rentrer. Quand je l'ai trouvée inanimée, j'ai arraché le drap, j'ai vu l'araignée, je l'ai écrasée, mais Stella ne bougeait pas. Je vous ai appelé immédiatement. Elle s'était couchée vers 10h avec un somnifère et un chocolat chaud, comme d'habitude. Moi, j'avais rendez-vous avec un client, j'ai dû m'absenter 1 heure. » Brickner, tout à coup, s'arrête de parler et regarde Wells comme s'il comprenait d'un coup. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a quelque chose à faire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Wells, répondez-moi. Il n'y a rien à faire, plus rien, depuis près d'1 heure. Elle est morte. Brickner, je suis désolé. » 3 semaines après la mort de Stella Brickner, un homme blanc se glisse à travers les broussailles près de la petite ville de Townsville. Dans la poche de sa veste, un revolver de calibre 25, une balle dans la culasse et les autres dans le barillet. Personne ne sait qui possède cette arme. Il l'a volée quelques années auparavant à Sydney et va s'en servir ce soir, pour la première fois contre l'homme qui a osé tenter de le doubler. Tout en escaladant une colline, il rumine. « Oh, on n'a jamais réussi à me doubler. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. » Lorsqu'il redescend la colline, un noir nommé Dinda, vêtu d'une vieille blouse de mécanicien, sort des fourrés et s'adresse à lui en mauvais anglais. « Je suis là. »« C'est toi, Dinda? »« C'est moi. »« Es-tu seul ?» demande l'homme blanc. « Cette affaire ne regarde que nous. »« Nous sommes seuls, répond Dinda. Faut m'excuser de vous avoir dérangé, mais j'ai vraiment besoin de cet argent. »« Je comprends, dit l'homme blanc. » Tout en parlant, il porte la main à sa poche, et lorsque Dinda devine dans l'obscurité qu'il a sorti un revolver, il est trop tard. Il vient de recevoir une balle dans la poitrine. Mais il n'est pas mort sur le coup et râle encore. Alors l'homme blanc l'achève de 2 balles dans la tête. Puis abandonnant le corps dans le fourré, s'en va, satisfait, convaincu que personne ne pourra jamais reconstituer ce meurtre et sûr qu'il vient de régler au mieux son problème. 2 ans plus tard, à Calgary,
Ville Champignon, dans l'État canadien de l'Alberta, près des montagnes rocheuses, les employés du cabinet d'avocats MacLeod et compagnie sont étonnés de ne pas voir arriver leur collègue Miss Wanda Downes. Wanda est une très jolie brune d'origine australienne qui s'est installée depuis peu à Calgary avec son fiancé, un certain Brickner, lui aussi australien. À 11h, Wanda n'est toujours pas là. Et chez elle, personne ne répond au téléphone. Cela ne lui est jamais arrivé. Comme il est peu vraisemblable que la jeune femme se soit absentée sans prévenir, l'avocat MacLeod lui-même alerte les voisins de Wanda qui parviennent à découvrir dans l'immeuble une femme de ménage disposant d'une clé de l'appartement. Quelques instants plus tard, la femme de ménage en transe appelle MacLeod. Wanda est morte. Elle l'a trouvée dans son lit toute blanche. Elle ne respire plus. On a appelé le docteur, mais elle est morte. Le lieutenant Ferguson de la police Montée-Royal arrive chez Wanda dans l'heure qui suit, appelé par le médecin. « Je vous ai appelé, dit le docteur, parce que je ne peux pas délivrer un permis d'inhumer sans savoir de quoi elle est morte. Et vraiment, vous n'avez aucune idée ?» Le docteur, un homme petit et méticuleux, visage pincé par de grosses lunettes, regarde le grand lieutenant de police dont les grosses moustaches bourrues recouvrent un sourire ironique. « Non, je n'ai aucune idée. Et je voudrais bien vous y voir. À part un truc bizarre que je n'ai jamais vu, tenez, venez jeter un coup d'œil. » Et le docteur traîne le lieutenant Ferguson dans la chambre où repose sur le lit défait le corps entièrement nu de la jeune femme. « Tenez, c'est là. Je l'ai examiné des pieds à la tête. C'est tout ce que j'ai trouvé. » Il désigne une petite plaie violette sur la hanche droite. On dirait une morsure. C'est tout ce que je peux dire. Peut-être, convient le policier sans conviction, mais une morsure de quoi? Il regarde autour de lui, avec curiosité, cette chambre conventionnelle et paisible au 9e étage d'un des plus grands immeubles de Calgary enfouis sous la neige. Le photographe installe son matériel pour relever la position du cadavre. Un policier muni d'un pinceau saupoudre les empreintes visibles avec minutie. L'enquête de routine a commencé. Et tout le monde sursaute en entendant une clé tourner dans la serrure. Un homme entre et se précipite vers le lit en hurlant. « Ah non, pas elle, pas elle !» Surpris, le lieutenant Ferguson regarde l'homme saisir la femme à bras le corps et l'examiner comme s'il savait exactement ce qu'il cherchait. C'est un homme de taille moyenne, aux yeux légèrement saillants, aux cheveux bruns ondulés, au nez droit et aux épaules très larges. Le genre d'homme qui doit plaire aux femmes. Ayant trouvé ce qu'apparemment il cherchait, c'est-à-dire la petite trace violette, l'homme tombe à genoux, près du lit, en gémissant. Le lieutenant Ferguson s'approche de lui et pose une main sur son épaule. « Je vous prie de m'excuser, vous êtes monsieur Brickner ?»« Je suis le lieutenant Ferguson, de la police Montée-Royal. Je comprends votre douleur, mais j'ai besoin de savoir. » Sans bouger, des dents serrées, Brickner répond. « Une morsure d'araignée. » Mourir d'une morsure d'araignée n'est pas commun au Canada. Le lieutenant Ferguson note que cette façon de passer de vie à trépas n'est pas très britannique. Il est vrai que ces gens sont des Australiens. Mais que viendrait faire une araignée venimeuse à Calgary par 30 degrés? Vous êtes sûr que c'est une araignée? Oh oui, si vous cherchez dans la chambre, vous allez la trouver. Le ton de Brickner est si catégorique que lieutenant Ferguson, le photographe et l'homme au pinceau se dressent d'un seul mouvement. Les pieds joints, ils regardent autour d'eux, sur la moquette et sur les murs, avec suspicion. Il y aurait une araignée venimeuse dans cette chambre et il ne l'aurait pas vue. Le photographe estimant qu'il n'est pas payé pour cela, en retraite le premier. Quelques secondes plus tard, le lieutenant Ferguson oblige Brickner à sortir de la pièce et ferme soigneusement la porte autour de laquelle il fait coller un ruban adhésif. Tandis qu'une équipe de désinfection munie de bonbonnes projette un gaz dans la chambre, le lieutenant interroge Brickner dans le hall de l'immeuble. « Qu'est-ce qui vous a fait penser que cette jeune femme pouvait avoir été tuée par une araignée? Parce que ma femme est déjà morte comme ça. » « Où? »« À Townsville, en Australie. » « Comment ça s'est passé là-bas? » ?»« Un accident. L'araignée avait dû entrer dans la maison parce qu'il faisait chaud.
Ou bien on l'a fait entrer sans s'en apercevoir, avec des légumes ou des fruits, je ne sais pas. Cette histoire d'araignée tracasse le lieutenant. Il veut bien l'admettre dans un pays comme Australie, mais au Canada, Dieu soit loué, les araignées de Sa Majesté ne sont pas mortelles, surtout au 9e étage d'un immeuble dans une ville couverte de neige et par moins 30 degrés. Il lui paraît nécessaire de tout examiner depuis le début. C'est-à-dire depuis la première araignée, si araignée il y a. Tandis que Brickner raconte sa vie dans un monologue presque ininterrompu, les hommes du service de désinfection, jugeant que le gaz a fait son effet, ouvrent les fenêtres et commencent à fouiller la chambre à centimètre par centimètre. Ils finissent enfin par trouver sur la moquette d'une penderie le cadavre de l'araignée. Elle est grosse, velue et noire, assez horrible, même morte. On la montre avec précaution au lieutenant Ferguson, qui réfléchit intérieurement. Ce n'est tout de même pas Brickner qui met des araignées dans les lits de ses femmes. Une fois, ça pourrait passer pour un accident, mais la deuxième fois, et au Canada, ce serait pire que stupide, ce serait dément. Il retourne auprès du veuf pour écouter attentivement le récit de sa vie. Harold Brickner est né en Australie. Il est le second fils de fermiers pauvres. Son père était devenu chercheur d'or et d'uranium dans l'espoir toujours déçu de trouver fortune. Il ne trouva que la mort, mordu par un serpent. Louise, sa mère, partit donc à Townsville avec ses 2 jeunes fils où ils grandirent. Harold travaillait comme pêcheur et quand les temps devenaient plus durs, il repartait sur des traces de son père dans la montagne, dans l'espoir tout aussi vain de tomber sur la caverne d'Ali Baba. Il ne découvrit pas de trésor, mais rencontra tout de même la fortune. Stella, une riche veuve, sans enfant, qui avait besoin d'un équipier pour son yacht. Elle voulait partir visiter les îles du Pacifique. Brickner connaissait bien la mer et fut choisi. Stella lui demanda de l'épouser. Brickner, élevé dans la pauvreté, brutalement plongé dans un rêve doré, n'hésita pas. Ils se marièrent aussitôt et vécurent heureux pendant 9 ans, jusqu'à la mort de Stella, mordue dans son lit par la première araignée. Brickner rencontra alors Wanda Downs dans un magasin de fournitures pour bateaux. Elle n'avait que 20 ans, mais paraissait un peu plus âgée. C'est elle qui tomba amoureuse de Brickner et ils décidèrent de venir s'installer au Canada. Il comptait monter une affaire grâce à l'héritage de sa première femme, quand la deuxième est morte, œuvre de la deuxième araignée. Ferguson n'y comprend rien. La première araignée est plausible, la deuxième toujours pas. Pour vérifier les dires de Brickner, il fait interroger l'Interpol de Canberra en Australie, qui les confirme dans un premier temps. Mais alerté par cette demande de renseignements et prenant connaissance de l'accident survenu à Calgary, la police australienne décide de reprendre la première enquête classée sans suite. Et le Bureau central national d'Interpol de Canberra expédie bientôt un deuxième rapport condensé de la vie privée de Brickner et dont il n'a pas parlé. D'abord, concernant la première femme de Brickner, bien que Stella fût très riche, dès son mariage, elle devint avare et Brickner dut lui rendre compte de la plus infime dépense. Il prit l'habitude de faire de grands séjours dans les montagnes où, soi-disant, et reprenait sa prospection. Il fit alors la connaissance des indigènes de la région. Les années passant, Stella devenait de plus en plus acariâtre. Elle s'en excusait lorsqu'elle était de meilleure humeur, mettant cela sur le compte de la ménopause. Brickner ne cachait à personne qu'il ne l'aimait plus. Si toutefois il l'avait jamais aimé, et qu'il avait l'intention de reprendre sa profession de pêcheur. En ce qui concerne Wanda Downs, ce n'est pas après la mort de sa femme que Brickner a connu Wanda, mais 1 an plus tôt. Toutefois, il semble qu'il ait été honnête avec elle en lui avouant qu'il avait épousé pour son argent une femme plus âgée que lui. Wanda semble n'y avoir attaché aucune importance. Elle vivait seule dans un appartement et ses parents, habitant une ferme à 80 km de Brisbane, personne ne connaissait sa liaison avec Brickner. Ils ont quitté l'Australie il y a 3 mois après avoir obtenu un visa définitif pour le Canada lorsque les assurances et les notaires ont mis les fonds qui revenaient à Brickner à sa disposition. En ce qui concerne l'accident survenu à Stella Brickner, rien ne prouve bien entendu qu'il n'était pas prémédité. Actuellement, le dossier d'un crime perpétré à la même époque et dans la même région est à l'étude.
Il s'agit de l'assassinat d'un noir d'un tribu assez primitive, tué de 3 balles de revolver et qui pourrait être rattaché à l'affaire Brickner, car l'un des amis de la victime a quitté il y a 15 jours l'Australie pour le Canada. Il s'agit d'un noir du nom de Elia. En face de ce puzzle extraordinaire, le lieutenant Ferguson est complètement perdu. Aucune hypothèse ne lui paraît un tant soit peu plausible, sauf celle de l'accident. L'araignée pourrait avoir été transportée dans les vêtements de Wanda ou de Brickner. Ce n'est pas très satisfaisant pour l'esprit, mais toutes les autres explications le sont encore moins. On n'y voit guère l'intérêt de Brickner, en tout cas. Il reste cette histoire de crime de noir que la police australienne a cru bon de réouvrir, mais qui semble avoir un rapport bien lointain. Bien lointain jusqu'au vendredi suivant où le lieutenant Ferguson s'offre le plaisir d'un coup de théâtre dans son bureau. Il est 5 heures de l'après-midi. La bourrasque de neige s'est enfin calmée. Les gens s'apprêtent à partir à la chasse ou au ski. Le soleil inonde le bureau du lieutenant et fait mieux ressortir la pâleur de Brickner assis devant lui. « Monsieur Brickner, dit le lieutenant, en tant que membre de la police montée royale, je n'ai aucun chef d'accusation contre vous. Mais il est de mon devoir de porter à la connaissance d'Interpol de Canberra, en Australie, les faits qui nous ont été rapportés par l'assassin de Wanda Downes, un certain Elia, que voici. Entre un grand noir élégamment vêtu. Vous connaissez sans doute cet individu. Il a été arrêté à Vancouver hier matin à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour l'Australie. Je le connais, dit Brickner effondré. Voici les faits, tels que son interrogatoire nous a permis de les reconstituer. Permettez-moi de vous en donner lecture. Afin de faire disparaître votre femme sans perdre le bénéfice de primes d'assurance, vous avez eu l'idée de demander à un indigène, un certain Dinda, le frère de ce monsieur, de vous procurer une araignée venimeuse. Celle-ci vous a été livrée dans une boîte d'allumettes percée de petits trous. Plaçant cette araignée dans le lit de votre femme, que vous aviez préalablement endormie en forçant la dose de somnifère auquel elle était habituée, vous avez provoqué volontairement sa mort. Le dénommé Dinda, ayant rapproché la mort de votre femme de cette livraison d'une araignée venimeuse, a voulu vous faire chanter. Vous l'avez tuée de 3 balles de revolver. Ayant touché l'héritage de votre femme et les primes d'assurance, vous êtes venu vous installer avec Wanda Downes à Calgary. Mais pendant ce temps, la tribu de Dinda, ayant décidé de le venger, a chargé le dénommé Elia de vous tuer, selon une coutume ancestrale, par le même procédé que celui que vous aviez employé pour tuer votre femme. Elia, qui est employé dans une compagnie d'aviation, a retrouvé votre trace. Il s'est présenté un soir chez vous, à Calgary, comme un de vos amis. Wanda Downes l'a laissé entrer sans méfiance. Il a libéré l'araignée dans les draps qu'il a ensuite soigneusement rebordés. Malheureusement, il se trouve que l'araignée n'a mordu qu'au matin et vous étiez déjà parti. C'est donc Wanda Downes qui est morte. Reconnaissez-vous les faits? Brickner, les yeux plus bleus et plus exorbités que jamais, ravale sa salive, regarde le noir Elia, regarde Ferguson et finit par dire en s'étranglant « Je les reconnais ». Et le bel Harold, séducteur de ces dames, s'effondre lamentablement et évanoui. Le tribunal de Melbourne l'a condamné à la prison à vie pour le meurtre de Stella et une deuxième fois à la prison à perpétuité pour le meurtre de Dinda. Elia a été condamné pour homicide involontaire à 10 ans de prison, involontaire car il s'était trompé de victime. Et ce n'est pas juste, peut-on dire, si l'on veut bien considérer que ce n'est pas de sa faute, mais celle de l'araignée.